Nous laissons la place à Monsieur Vallée, Monsieur Albéric Vallée, on va aborder la notion de génomique maintenant, avec des expériences croisées. Et Monsieur Vallée, donc, comme le président l'a dit tout à l'heure, donc, est éleveur de trotteurs, mais il est aussi donc, directeur des organismes de sélection de la Normande et Rouge des Prés, et créateur d'une application Team Genetic Tro dont on parlera tout à l'heure. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est gentil. Quand on vient du monde de la vache et qu'on va parler devant des gens du cheval, on est toujours un peu timide parce qu'on vient d'une espèce modeste et on parle devant des gens d'une espèce noble. Donc, je suis très intimidé par l'auditoire et aussi très admiratif de votre travail. Croyez-moi, on est extrêmement envieux du travail que vous venez de nous montrer. Vous avez parlé des allures et de la mesure objective des allures. Quand on élève des trotteurs, les allures, c'est quelque chose de compliqué et on aimerait bien avoir quelquefois des outils comme celui-là. Alors on a quelques outils quand même, et donc dans mon exposé, je vous propose de passer du coq à l'âne ou de l'étalon au taureau et de voir comment des outils finalement qui peuvent paraître, en tout cas des espèces très différentes, finalement on a les mêmes outils et peut-être vous allez pouvoir vous rendre compte de la pertinence des outils d'une espèce dans l'autre et on va naviguer d'une espèce dans l'autre. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a comme outil de sélection disponible dans ces deux espèces? D'abord, il y a des prérequis. Tout simple, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça peut être utile quelquefois. Il faut disposer de bonnes généalogies. Alors en chevaux, vous n'avez pas trop de problèmes là-dessus, encore que tous les chevaux ne sont pas enregistrés, loin de là, mais quand vous êtes dans une race pure, ça va bien. Nous, dans les vaches laitières, il n'y a que 70% des vaches qui ont des filiations enregistrées dans le monde laitier, et dans le monde allaitant, on est plutôt à 15%. Donc vous voyez que c'est un prérequis tout simple, mais sans ça on ne peut rien faire. Après il faut disposer de performances mesurées. Ça c'est... Vous avez posé quelques questions tout à l'heure, et puis en croisant des éleveurs, quelquefois ils nous disent je sélectionne sur une chose ou une autre. En fait, c'est pas une performance mesurée. Et dans ces cas-là, on dit monsieur, peut-être vous vous faites un petit peu plaisir. On n'a pas tant que ça de performance mesurée. Si je regarde dans les bovins viande, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pesées, on pèse les animaux à intervalles réguliers, et ça c'est évidemment des données objectives. Et puis on fait des pointages, on fait de la morphologie, ce que vous faites aussi un petit peu au travers de vos concours, de différents concours de chevaux. Dans les bovins laitiers, on va mesurer, à titre d'exemple, des quantités de lait. On fait aussi du pointage pour mesurer de la morphologie. On va mesurer des données de santé de la mamelle, par exemple, qui sont très importantes. Dans le trotteur, on mesure une seule chose, qui est très objective et très tournée vers l'économie, qui est le gain par départ. Donc voilà, mais encore une fois, il faut ces données objectivement mesurées. Je peux donner l'exemple, par exemple en viande, quelquefois vous rencontrez des vieux éleveurs, ils disent moi toute ma vie j'ai sélectionné des animaux sur le grain de viande. C'est super sympa, on est en général très admiratif de ces éleveurs-là, mais malheureusement le grain de viande, on ne sait pas très bien le définir et on ne sait pas du tout le mesurer. Donc voilà, il faut des performances objectivement mesurées. Ensuite, il faut un système d'enregistrement fiable. Bon, j'enfonce aussi une porte ouverte, mais des fois c'est utile. Tous les systèmes d'enregistrement ne sont pas fiables. Après c'est le moment un tout petit peu compliqué. Il faut disposer de méthodes de calcul. Donc il faut mesurer des héritabilités, on a entendu ce mot-là tout à l'heure. Comment est-ce qu'une caractéristique se transfère d'une génération à une autre? Et tous les caractères n'ont pas la même héritabilité. Si vous prenez la quantité de lait produite pour une vache laitière, l'héritabilité est bonne, voire très bonne, entre une génération et la suivante. Si vous prenez la santé des pieds, qui est un critère important de sélection dans le monde laitier, l'héritabilité est assez faible. Donc ça veut dire que l'effort de sélection doit être plus grand. Il faut calculer des valeurs génétiques, calculer ce qu'on appelle des coefficients de détermination, c'est-à-dire la fiabilité d'un index. Vous l'avez dans votre BSO, on l'a dans le BTR chez les trotteurs, on l'a derrière tous les index. Et puis il faut une méthode. Il faut une méthode de calcul. Et cette méthode de calcul, elle est assez universelle, c'est le BLOP. Il a été utilisé dans votre race, dans la race des trotteurs, et dans pratiquement tout le monde de la sélection, on utilise le BLOP.
Je ne vais pas vous écrire la formule au tableau, je ne suis pas un bon mathématicien du tout. Sachez tout simplement que quand on observe ces performances, on observe forcément des différences entre les sujets. Le gain par départ chez les trotteurs, c'est très variable. Ça peut aller de 0 € à beaucoup d'euros. Donc il y a une grande variabilité des performances. Et le BLUP, ça permet de dire d'où vient cette variabilité, ou plutôt d'estimer dans cette variabilité ce qui vient de la génétique et ce qui vient de tous les autres effets. Et la génétique, c'est tout compte fait qu'une relativement petite part, mais par contre, elle est cumulable de génération en génération. C'est-à-dire que ça, de génération en génération, si vous sélectionnez toujours des améliorateurs, vous allez toujours améliorer. Les effets d'élevage, d'entraînement, etc., eux, ils sont variables, et puis vous pouvez avoir une génération qui est bien entraînée, puis la suivante qui est mal entraînée. La génétique, c'est la seule qu'on puisse cumuler. Et puis c'est aussi celle que l'éleveur maîtrise. Moi, je suis éleveur de trotteurs, je vends mes poulains à 18 mois. Une fois que je les ai vendus, je ne maîtrise plus rien. Mais au moins, jusque là où je les amène, je maîtrise la génétique. Donc mon produit, j'essaie de le faire le meilleur possible. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les aspects de la génétique quantitative, c'est encore ce qu'on utilise le plus largement dans le bovin, mais c'est en train de basculer. Là j'ai fait un tableau, je le présente souvent à des élèves. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris de la génétique. Et en plus ce tableau, vous le connaissez tous par cœur. Et plus vous avez des cheveux blancs, plus vous le connaissez. En fait, bon là on a mis une vache, un taureau, vous pouvez mettre un étalon et une jument. On a mis une performance mesurée qui est le poids au sevrage, et on a représenté la valeur génétique du père, la valeur génétique de la mère, ils sont améliorateurs tous les deux. Le veau, quand il va naître, il va bénéficier de 50% de l'apport du père, 50% de l'apport de la mère. Le poids au sevrage, c'est une donnée un petit peu complexe. Ça dépend aussi de la valeur laitière de la mère. Donc le BLUP nous permet à la fois d'estimer l'effet du potentiel de croissance et l'effet du potentiel d'allaitement de la vache. Et ça, on le trouve uniquement par le calcul. Une fois qu'on a ça, on a une valeur du veau. Ici, là, on peut considérer que ce veau-là, il vaut 3,7 kg de plus que ses congénères. C'est pas négligeable. Et puis après, ces 3,7 kg là par rapport à la performance de production, par rapport à la performance qu'on observe qui est de 11 kg, la différence, ce sont des effets d'élevage. Vous voyez, bon, je pense que l'exemple est pas tout à fait pris au hasard, mais vous voyez, c'est 20% de génétique et 80% d'effets d'élevage. Mais ça, c'est toujours vrai. Et c'est surtout pas pour ça qu'il faut pas faire de génétique, parce qu'encore une fois, c'est la seule chose que vous maîtrisez le mieux, vous, en tant qu'éleveur, et qui, en plus, vous allez pouvoir faire un travail de cumul sur la génétique. Donc voilà, les effets d'élevage, les effets de génétique. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et vous savez tout ça. Je suis sûr que si je vais dans la salle, moi je ne connais pas bien votre race, mais il y a plein d'éleveurs qui vont me parler d'un étalon, des performances de ces sujets, qui vont me citer des sujets, etc. Vous savez ça, vous avez ce schéma-là dans la tête. La différence entre vous et les gens qui font de la génétique, c'est qu'on le fait passer par une machine. Voilà. Et que la machine, elle n'a pas de sentiment. Hein, dit. Il est né chez moi, donc il est meilleur. Donc non, la machine, elle ne connaît pas tout ça. Donc ça, c'était le monde, c'est encore le monde d'aujourd'hui, assez largement le monde d'aujourd'hui. Et puis on est en train de passer dans le monde de la génomique. La génomique, c'est la lecture du génome. Donc qu'est-ce que c'est que le génome? Moi, je le représente plutôt comme un livre assez épais. Il y a plein de choses décrites dedans, et chaque ligne, c'est un gène, et chaque lettre, c'est une partie du gène. Pardon? Mais l'interligne, c'est les effets de milieu, monsieur. Voilà. Donc c'est la même chose que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est des vaches et des taureaux. Là, on est dans le monde de la génétique quantitative. On a des pédigrés, on a des animaux qui prennent 50% de la valeur génétique du papa et de la maman, et on fait ça sur plusieurs générations, et on observe une performance. Ça repose sur une bonne généalogie et sur une performance mesurée. Après, eh bien, quand on a progressé, derrière tout ça, on a pu mettre le génome des taureaux, le génome des vaches. Et donc on avait simultanément deux données, des données qui dépendent du génome et des données qui dépendent de la génétique quantitative, de performance mesurée. La génomique, ça consiste à mettre une machine
qui dit, voilà, j'ai mesuré telle performance, en face, j'analyse le livre, et quand il y a ça décrit, il y aura cette performance-là. C'est ce qu'on appelle associer le génome et le phénotype, la génomique et le phénotype, et donc ça permet de lire le génome. Alors, c'est très prometteur, ça a beaucoup d'intérêt, c'est développé dans le bovin de façon diverse, mais quelquefois très forte. Attendez, hop là. Ah non, c'est celui-là. Voilà. Voilà, donc à quoi ça sert dans le bovin? Bon, d'abord faire des évaluations génétiques. Donc une fois qu'on a lu, qu'on sait lire ce livre, eh bien finalement, quand on lit le livre, on dit, ben, voilà, cet animal-là, il est profilé pour avoir telle performance. Donc l'avantage, ben, dès qu'un animal naît, hop, on ouvre le livre, on sait ce qu'il y a dedans. Très intéressant pour la génétique bovine. Vous savez qu'on vient d'un monde, nous, on testait des taureaux, c'est-à-dire qu'on mettait en circulation un certain nombre de doses, on attendait que les veaux naissent, on attendait la performance. Quand c'est des génisses laitières, ben on attendait la première lactation. Donc entre la mise en place d'une insémination et la première lactation, il se passe beaucoup d'années, c'était très long, mais c'était plutôt fiable. Mais là, on a gagné 4-5 ans sur chaque génération, donc c'est énorme en termes de génétique. Donc c'est très intéressant, on fait du tri précoce de reproducteurs, on a des évaluations génétiques qui sont fiables, tout à fait fiables. Après, ce qui était vrai avant reste vrai, c'est-à-dire ce qui était vrai dans l'ancien monde, les effets de milieu doivent être optimisés, ça reste vrai, c'est pas parce qu'on fait de la génomique qu'il faut arrêter de donner à manger aux vaches. Les effets de milieu doivent continuer à être bien maîtrisés, ça c'est important, et puis il y a toujours quand même une question de CD, c'est-à-dire que la génomique c'est fiable, c'est un tout petit peu moins fiable que l'observation d'un taureau qui a 3000 génisses en cours de lactation. Donc c'est une très bonne prédiction, on gagne beaucoup de temps, c'est pas magique non plus. Et puis après, ça suppose une autre chose, et ça peut être une limite chez nous dans les populations de chevaux ou dans les petites races bovines, c'est qu'il faut un effectif important, donc il faut une population de référence, c'est-à-dire une population avec des données mesurées très importantes, et qu'on entretient en permanence. Donc dans des populations où il y a, en trotteur, il y a 11 000 naissances par an, ça pourrait être une limite. Donc ça, c'est la génomique dans sa meilleure application, et ça, c'est la génomique quand une performance dépend d'un ensemble de gènes. C'est assez rare, il y a relativement peu de performances qui dépendent d'un seul gène. Donc on a besoin de faire une lecture fine. Mais il y a une autre application de la génomique qui peut intéresser beaucoup de gens, c'est l'application sur les gènes d'intérêt. Les gènes d'intérêt, alors autrefois on disait c'est des tares génétiques, donc on a vite supprimé ça de notre vocabulaire parce que par les temps qui courent, c'est pas le genre d'expression qu'il faut employer. Et puis on s'est aperçu aussi que c'était pas sympa d'appeler ça des tares génétiques parce qu'il n'y avait pas que des tares, il y a des vrais gènes d'intérêt. On sait par exemple que dans la race normande, il y a le gène de la kappa-caséine qui est un gène extrêmement important pour la fromageabilité des laits. On sait que quand il y a certaines variants de la kappa-caséine dans un lait, eh bien on gagne plusieurs pourcents sur la fromageabilité et on fait plus de camembert avec moins de lait. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Il y a des gènes de la coloration des robes, ça c'est un peu universel. Chez le trotteur, on a un gène qui est le DMRT3, qui est la latéralisation du trot. Donc ça nous aide déjà bien. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Puis il y a des gènes qui sont pas des gènes d'intérêt. En Rouge des Prés, on a eu un gène qui s'appelait le veau tourneur. Enfin, on finit toujours par donner un nom aux choses, mais enfin, en fait, il y avait un problème dans les postérieurs de l'animal et ça se terminait pas bien. En race normande, on a aussi un problème de cécité progressive à un certain âge. Un certain nombre de vaches normandes cognent un peu dans la porte en rentrant dans la salle de traite. Donc elles sont atteintes de cécité progressive. Bon, après, il faut être vigilant sur le poids économique des gènes, mais dans les chevaux, on peut penser que compte tenu du fait qu'on a des populations assez petites, les gènes d'intérêt, et en particulier les anomalies génétiques, ça pourrait bien être quelque chose auquel on doit s'intéresser dans les années à venir, parce qu'on a des populations qui sont... En trotteur, on a une population qui est assez consanguine, et il est bien probable que dans les années à venir, on se ramasse quelques anomalies génétiques, et là, les travaux sur la génomique seront bien utiles, parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes d'observation et d'analyse qui permettent d'aller assez vite dans l'identification des problèmes.
Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Hein. J'ai l'air d'aller vite, mais je peux faire des pauses. Voilà, donc si je regarde le trotteur, c'est un gène qui a un déterminisme assez simple. Mais donc on a trois types d'expression du gène. On a une expression AA, c'est l'homozygote. Donc le poulain, elle a reçu le gène A, l'allèle A de sa mère et de son père. Et là, on a affaire à un trotteur naturel. C'est un animal dans le pré, il part très naturellement au trot, il reste au trot. On dit souvent que ces chevaux-là, ils sont très précoces, mais ils se qualifient très bien. On sait qu'au trot, nous avons une épreuve de qualification avant l'accès aux courses. C'est des chevaux qui se qualifient avec une très bonne fréquence. Ils ont tendance à être un peu précoces. On les voit moins en fin de carrière. Il y a le trotteur AC, donc celui c'est l'hétérozygote. Il a reçu un allèle différent du père et de la mère. C'est un trotteur beaucoup plus rustique, mais beaucoup plus difficile à travailler. Hein, le trot, globalement, c'est une discipline où il y a beaucoup de travail de l'entraîneur, beaucoup de réglages, quelquefois beaucoup d'artifices. Donc ces trotteurs-là sont plus difficiles à régler, mais ils se qualifient encore très bien, et peut-être un peu plus tard, et par contre ils ont des carrières de course un peu plus longues. Et puis on a un trotteur qui est homozygote, mais avec les deux gènes défavorables. Et là, du coup, c'est un trotteur qui est très difficile à régler. Il se qualifie très peu et il va très rarement aux courses pour peu de gains. Et le déterminisme est très simple. Quand vous connaissez la génomique et de votre jument et de votre étalon, eh bien vous arrivez à faire des choix. Et si vous avez une jument CC ou AC, ben vous savez que vous avez plutôt intérêt à aller à un étalon AA. Et c'est quelque chose qui aide bien les éleveurs à améliorer le taux de réussite. Je vous ai dit que les chevaux qui étaient homozygotes AA avaient des carrières plus courtes, qu'ils étaient un peu moins riches. Vous avez la démonstration. Là, j'ai les génotypes de 150 étalons. Et si je regarde leur carrière de course, eh bien, les étalons qui sont génotypés AA, c'est-à-dire de type précoce, ils ont 571 000 € de gains. Bon, c'est très bien, mais je rappelle, c'est des étalons. Les étalons qui sont CA, ils ont 714 000 € de gains en fin de carrière. Donc, effectivement, ils ont eu une carrière plus longue, plus riche. La solution de facilité des éleveurs, quand ils ont vu arriver ce gène-là, c'est de dire on va aller systématiquement à des étalons AA. Eh bien, c'est une solution de facilité. Il faut travailler plus que ça, et il faut réfléchir un peu plus, parce que je pense que c'est important de continuer à produire des CA. Ce sont nos bons chevaux de course. Alors, est-ce que ça marche tout ça? On pourrait se demander ça. Donc voilà, vous avez donné plein de résultats sur la présence au CSO, etc. Alors nous, dans le trotteur, on a une science un peu vénale. Donc est-ce que ça marche aux ventes? Ici, je me suis amusé à faire des catégories sur le BTR sur ascendance. Et j'ai mis 5 étoiles parce que c'est plus lisible qu'un BTR sur ascendance, c'est plus accessible. Ceux qui ont 1 étoile ont un BTR inférieur à ceux qui ont 5 étoiles. Donc évidemment. Et vous voyez que si je prends les 3 agences de vente, ici c'est les ventes 2019, on a 1500 poulains qui sont passés aux enchères. Alors, suivant les agences, on n'a pas tout à fait les mêmes... on a des étalons un peu plus commerciaux chez Arcana, un peu entre deux chez Osarus et un peu moins commerciaux aux ventes de Caen. Néanmoins, dans les 3 agences de vente, la hiérarchie par rapport à la valeur génétique a été respectée. Et alors, elle a été respectée par des gens qui finalement connaissent assez peu le BTR. Nos entraîneurs connaissent assez peu le BTR, les éleveurs l'utilisent assez peu. Néanmoins, quand on est dans une situation commerciale, finalement, on s'aperçoit qu'on n'en tient pas compte, mais on en tient compte quand même, quoi. Hein, donc c'est plutôt quand même pertinent. Après, il y a une autre question qu'on peut se poser. Bon, alors voilà, vous êtes content, vous avez fait des chevaux 3 étoiles, 4 étoiles, vous les avez bien vendus. Est-ce qu'ils réussissent aux courses? On pourrait aussi se demander ça. Est-ce que tout le travail qu'on fait de sélection objective, parce qu'au fond c'est ça le débat, c'est pas tout à fait de savoir comment on sélectionne les vaches ou les chevaux, ou de constater que finalement on les sélectionne avec les mêmes méthodes, même si on cherche des performances directes, différentes, mais est-ce que ça fonctionne? Donc là on voit que ça fonctionne aux ventes, ça peut être aussi intéressant de regarder si ça fonctionne aux courses. Et voilà, aux courses,
j'ai repris la génération DF, pareil, 1500 chevaux présentés aux ventes. J'ai remis mon petit système d'étoiles. Donc je vous laisse en lecture directe. Hein. Le pourcentage de qualifiés, c'est-à-dire le pourcentage de chevaux qui ont accès aux courses, il va de 37% à 100%. Et vous voyez que la graduation est magnifique. On en rêverait. Et vous voyez que les gains au début de l'année de 4 ans, au moment où j'ai fait ma statistique, alors entre 0 et 1 étoile, ça se bataille un peu, hein, mais après, les écarts sont quand même assez clairs. Et ça sur un peu plus de 1000 chevaux. Donc vous voyez que la sélection objective, ben ça marche, même si... Alors, quand on va discuter comme ça avec un entraîneur, il dit « Oui, mais j'avais acheté un poulain, on m'avait dit qu'il avait un super BTR, j'ai jamais pu l'atteler. » Oui, d'accord, monsieur, c'est vrai, vous avez raison. Sur un animal, la génétique rationnelle, ça marche jamais. Mais si vous en achetez 10 ou si vous en achetez 100, ben moi je vous dis que ça marche. Et si vous en élevez 10 ou si vous en élevez 100, ça marche. Et c'est un peu plus facile, allez, de gagner sa vie, mais c'est à peine l'objectif dans l'élevage des chevaux. C'est à peine l'objectif. On cherche à se faire plaisir. Quand vous élevez des chevaux, si c'est pour qu'un les gars vous téléphone, vous les vendez au mois de septembre, si vous téléphonez au mois de mai, ou si vous le croisez sur un hippodrome et qu'il vous dit « Bah ouais, ton poulain, là, ouais, ça n'a pas été. Hein. » Ah bah non, j'ai été obligé de m'en séparer. Bah, c'est dur, quoi. On les élève pas pour ça. Si vous le croisez et qu'il dit « Ouais, le poulain, ça va bien, on va le courir cet automne, tu vas voir, ça va aller, on va se faire plaisir. » C'est quand même notre objectif. On se fait beaucoup plus plaisir quand on fait de la génétique de façon objective. Avez-vous des questions? Merci. Oui, vous comparez donc les bovins avec les équins. C'est pas tout à fait les mêmes bases de données. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une base de données suffisante en équins? Bah c'est un des problèmes. Hein. Je vous dis, la race Trotter, on a 11 000 sujets, c'est peu. Pour faire de l'indexation classique, c'est suffisant. Pour faire de la génomique, aujourd'hui, avec les méthodes de calcul qu'on a, ça devient suffisant. En fait, les méthodes de calcul se sont énormément améliorées. Tout ce qu'on fait là, on n'aurait pas pu le faire, alors on le fait depuis un certain nombre d'années déjà, mais il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Il y a par exemple 40 ans, si on prend un pas de temps assez long, parce que les outils de calcul et les méthodes de calcul n'étaient pas suffisamment évolués. Mais aujourd'hui, on a des méthodes de calcul de plus en plus évoluées. On va changer là, dans les mois à venir. On va encore avoir une nouvelle méthodologie au niveau des bovins de calcul qui s'appelle le single step pour les puristes, mais qui va nous permettre encore d'indexer des animaux avec des populations plus petites. Donc tout ce qui se passe en fait, toute la recherche autour de la génétique, finalement, elle se nourrit entre les espèces. Et quelque part, nous, on va peut-être vous apporter dans votre race, par des méthodologies de calcul, on va peut-être vous apporter quelque chose. Et moi, quand je vois le travail que vous faites sur les allures, par exemple, ou sur la morphologie, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous, on dépense beaucoup de sous, beaucoup d'énergie pour faire des analyses de morphologie de bovins, et vous êtes peut-être en train de faire avancer l'imagerie en 3D, et que l'imagerie en 3D, un jour, on va s'en servir en bovin pour faire des mesures qu'actuellement on fait faire à des hommes, et on leur fera faire un travail peut-être plus intéressant. Mais vous voyez, je pense que nos espèces se nourrissent, et que tous les gens qui travaillent pour aller de l'avant, finalement, ils apportent une pierre à l'édifice. Donc, la taille de la population, c'est un problème, mais c'est de moins en moins un problème. C'est pas possible, ça. Quand même un sujet qui... En tout cas, continuez à faire le travail que vous avez fait de phénotypage de votre population, c'est fondamental. Et derrière, il y a des travaux de génomique qui vous surprendront et qui vous permettront d'être compétitifs en France et à l'international. Le gène que vous avez étudié dans le trotteur, comment vous êtes tombé dessus ?
C'est bien embêtant, parce que c'est les Suédois qui ont fait ce travail, donc je ne peux pas complètement vous répondre. Je pense qu'ils ont fait de l'observation d'allure sur les pistes, comme vous avez pu faire. C'est un gène qui semble donc très lié à l'allure américain, quoi, trotteur américain. C'est le gène de la latéralisation, en fait, qui est la caractéristique de l'allure du trot. Et ils ont observé que des animaux galopeurs, ils étaient CC, et que des animaux très trotteurs de type américain, ils étaient A. Mais c'est d'abord de l'observation d'allure. C'est vraiment très proche, probablement, du travail que vous avez conduit vous-même. Hein. D'accord. Et par hasard, il n'y a pas un lien aussi avec les qualités maternelles, parce que nous, on connaît vos trotteuses essentiellement en tant que mère porteuse, et on est friand des types français. Mais on aime bien. On est heureux qu'il y ait un marché pour les trotteuses qui vont pas aux courses, hein. Mais je sais pas, ça, sincèrement, je sais pas. Par contre, ça fait, je sais pas, 7-8 ans qu'on dispose de ce gène maintenant en routine. Bon, les éleveurs sont encore un peu sceptiques, mais c'est quand même super pertinent. Hein. Et bon, si la sélection, fondamentalement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, bon, déjà, on peut se dire, voilà. Bon, moi, j'ai des camarades qui m'ont fait des reproches parce que j'avais mis en ligne des choses. Ils me disent, ouais, mais si tu dis aux autres comment faut faire, ils vont le faire et puis ils vont nous battre. Donc c'est dangereux dans la compétition, hein, évidemment. La sélection, c'est aussi dangereux parce qu'on a tendance forcément à faire de la consanguinité, c'est une fatalité. En trotteur, si vous suivez un tout petit peu l'actualité des trotteurs, on a un étalon qui est extrêmement marquant en ce moment qui s'appelle Reddy Cash. On va voir tout à l'heure des hiérarchies d'étalons. Il est en tête et ses 5, 6, 7 premiers fils sont en tête derrière. Donc on est en train de se fabriquer une consanguinité pas possible et on aura des ennuis derrière. Bon, ça c'est le danger de la sélection, c'est inhérent à la sélection, on n'y peut rien. Et puis... je peux parler de Reddy Cash devant une assemblée d'éleveurs de trotteurs. Ils vont tous dire oui, il faut pas y aller parce qu'on va faire de la consanguinité. Et puis ils vont rentrer à la maison, ils vont vite téléphoner au gars. Il ne te reste pas une saillie de tel fils de Reddy Cash. Donc voilà, c'est un danger de la sélection.